Bismillahirrahmanirrahim. Chers étudiants, nous continuons avec le rôle du médecin généraliste devant une anomalie de la radiographie thoracique de fosse. Nous sommes devant une radiographie thoracique de face dans sa partie droite et on voit une opacité qui se projette au niveau du sommet droit. Cette opacité est bien limitée en bas par la petite fissure, limitée en dehors par la paroi thoracique, limitée dans sa partie interne par le médiastin. Cette opacité est hétérogène, on voit des clartés à l'intérieur avec des ébauches de ce qu'on appelle un bronchogramme aérien, c'est-à-dire des clartés arborisées. Donc c'est une opacité qui est systématisée avec un bronchogramme aérien. Cette opacité d'allure systématisée doit faire retenir une opacité de type alvéolaire. Ici, on voit aussi une opacité à projection au niveau du sommet droit qui est bien limitée en bas par la petite fissure et qui est limitée en haut par une ligne orientée en haut et en dedans. C'est une opacité systématisée qui n'intéresse pas tout le lobe supérieur droit. Et si on fait le profil, c'est une opacité systématisée du segment postérieur du lobe supérieur droit et qui est aussi hétérogène comme la première. Donc en plus du caractère systématisé et hétérogène, il faut préciser, est-ce qu'il y a une rétraction? Donc est-ce que la petite fissure est en place? Donc il n'est pas attiré en haut ou vers la direction de l'opacité. Dans ce cas-là, est-ce que les espaces intercostaux ne sont pas rétrécis? Donc il faut comparer les espaces intercostaux des deux côtés. Est-ce qu'il n'y a pas d'attraction des éléments du médiastin? Est-ce qu'il n'y a pas d'ascension de la coupole diaphragmatique de côté de l'opacité? Donc tous ces éléments-là permettent d'éliminer l'aspect rétractile de l'opacité. Une opacité alvéolaire systématisée, non rétractile, et vous voyez bien ici le bronchogramme aérien qui s'arborise. Et ce bronchogramme aérien est typique d'une image d'une opacité de type alvéolaire. Donc c'est ça l'aspect le plus typique d'une opacité de type alvéolaire non rétractile, donc systématisée. Un autre aspect d'opacité alvéolaire systématisée non rétractile. Une autre image d'opacité systématisée alvéolaire. Il existe d'autres aspects d'opacité alvéolaire non rétractile qui n'ont pas le caractère systématisé et qui se présentent plutôt sous forme d'opacité à limite floue. Vous voyez ici, ils sont à limite floue avec tendance à la confluence. Ils sont juxtaposés parce qu'on en a plusieurs ici qui sont tendance à la confluence. Et vous voyez que tout ça, c'est une opacité
une grosse opacité alvéolaire qui est faite de plusieurs opacités à limite floue, hétérogènes, et qui ont tendance à la confluence lorsqu'ils sont juxtaposés. On n'a pas de caractère systématisé évident, et il n'y a pas de caractère rétractile aussi. Cet aspect est moins typique que le premier, et doit faire retenir une opacité, doit faire aussi retenir une opacité de type alvéolaire. De type alvéolaire non rétractile, un tableau clinique de pneumonie franche lobaire aiguë doit être recherché pour retenir le diagnostic de pneumonie aiguë communautaire. Ce tableau clinique de pneumonie franche lobaire aiguë, qui est très évocateur d'un germe qui est le pneumocoque, se caractérise par un début brutal, une douleur en pointe de côté, souvent la notion de bain mort dans notre contexte marocain, avec une fièvre 39-40, avec des frissons qui témoignent de décharges bactériennes, avec une toux, avec des expectorations purulentes, plus ou moins rouillées. Cette notion du caractère rouillé est très typique du pneumocoque. Et on cherche à l'examen clinique un herpès nasolabial, avec à l'examen clinique toujours des signes en foyer. Ce signe en foyer se traduit surtout par un syndrome de convulsivité alvéolaire non rétractile, avec un tableau évident de pneumonie franche lobaire aiguë. On retient le diagnostic de pneumonie. Deuxième étape, une fois que le diagnostic est retenu, on doit décider est-ce qu'il faut hospitaliser le patient ou non. Et dans ce cas-là, on doit évaluer deux éléments. On doit évaluer les facteurs de risque, leur existence, et on doit évaluer les signes de gravité. Les facteurs de risque qu'on va chercher, tout d'abord, un âge supérieur à 65 ans, l'existence d'une insuffisance cardiaque gauche, l'existence d'antécédents ou de maladies cérébrovasculaires ou de séquelles de maladies cérébrovasculaires telles qu'un accident vasculaire cérébral, un accident ischémique transitoire, un terrain d'insuffisance rénale, de maladies hépatiques, de diabète sucré non équilibré, d'insuffisance respiratoire chronique, d'immunodépression particulière, ou bien de la notion d'hospitalisation dans l'année précédente. Donc l'existence de ces facteurs de risque doit faire discuter l'hospitalisation ou la prise en charge en ambulatoire. Nous allons voir ça par la suite. Facteurs de risque, et on évalue les signes de gravité. Les signes de gravité cliniques et radiologiques. Cliniquement, est-ce qu'il existe des troubles de conscience? La pression artérielle systolique qui est inférieure à 90 mm de mercure, l'existence d'un pouls qui est supérieur à 125 battements par minute, une fréquence respiratoire supérieure à 36 kg par minute, et une hypothermie avec une température inférieure ou égale à 35 degrés Celsius, ou bien une hyperthermie avec une température qui est supérieure ou égale à 40 degrés Celsius. Donc ce sont les signes de gravité clinique. Puis vous avez des signes de gravité radiologique, l'association à une pleurésie. Donc bien sûr, si la pleurésie qui prédomine dans le tableau, ce n'est plus la prise en charge d'une pneumonie, mais plutôt la prise en charge d'une pleurésie qui doit primer. Par contre, s'il existe juste un comblement du cul-de-sac, donc c'est plutôt un signe de gravité qu'on doit associer à la pneumonie. Donc les autres signes radiologiques de gravité, vous avez l'absédation, donc l'existence d'une tendance à la collection, donc un aspect très dense dans certaines parties du foyer de pneumonie, ou bien une tendance à l'excavation dans certains foyers de la pneumonie. L'existence ou l'atteinte de plusieurs lobes, donc pas uniquement un lobe, comme on a vu tout à l'heure, et donc ce sont des signes de gravité radiologique. Donc vous avez des signes de radiogravité clinique et radiologique. Mais il y a des signes qui engagent plus rapidement le pronostic vital et qui nécessitent d'emblée la prise en charge dans une unité de soins intensifs. Ce sont les signes d'insuffisance respiratoire aiguë, l'instabilité hémodynamique sévère avec un état de choc, les signes cliniques de désordre métabolique ou hématologique tels que l'existence de signes de coagulation intravasculaire disséminée ou une insuffisance rénale aiguë. Et
enfin, les autres défaillances organiques sévères. Ces éléments-là doivent faire obligatoirement hospitaliser le patient dans une unité de soins intensifs. Pronostic vital immédiat qui nécessite une prise en charge dans une unité de soins intensifs, on va se baser sur les facteurs de risque et les signes de gravité pour décider ou non la prise en charge en ambulatoire ou en hospitalier nos patients chez qui on a retenu le diagnostic de pneumonie aiguë communautaire. Donc devant un aspect d'opacité alvéolaire non rétractile avec un tableau franc de pneumonie franche lobaire aiguë, dans ce cas-là, si le patient présente au moins un facteur de risque au moins, et qui n'a pas de signe de gravité, c'est un patient qui peut être pris en charge en niveau ambulatoire, et donc c'est le niveau 1 de prise en charge d'une pneumonie aiguë communautaire. Si par contre le patient présente un signe de gravité au moins ou 2 facteurs de risque, dans ce cas-là, c'est une prise en charge au niveau 2 hospitalier. Mais par contre, on l'a dit tout à l'heure, lorsque le pronostic vital est engagé en immédiat, c'est l'unité de soins intensifs. Par contre, si il n'y a pas de tableau évident de pneumonie franche lobaire aiguë, ou bien le tableau n'est pas typique, là on peut éventuellement, lorsque vous avez une opacité alvéolaire non rétractile, et que le patient ne présente pas de signe de gravité immédiat, demander un petit bilan, en particulier chercher des éléments d'infection bactérienne, et pour cela on va demander la numération formule sanguine. Soit qu'il y a une hyperleucocytose, mais il faut quand même qu'il y ait au moins de la fièvre qui témoigne d'un contexte infectieux, donc une hyperleucocytose avec une CRP élevée, et dans ce cas-là on va le traiter comme pneumonie aiguë communautaire. Si le patient s'améliore radiologiquement, au moins de manière partielle, dans ce cas-là, on va continuer la prise en charge comme pneumonie aiguë communautaire. Par contre, s'il n'y a pas d'amélioration évidente radiologique, donc il faut revenir à la condition de tenir devant une opacité rétractive. Et donc, si la numération formule ou la CRP d'emblée sont normaux, dans ce cas-là, c'est une opacité, c'est un diagnostic, c'est une pathologie qui doit être prise en charge par le spécialiste. Et donc, c'est la prise en charge d'une opacité alvéolaire de type rétractile. Alvéolaire non rétractile avec un tableau de pneumonie de franche lobaire aiguë qui engage le pronostic vital et qui doivent être prises en charge d'emblée par en unité de soins intensifs. Les autres cas peuvent être pris en charge par le médecin généraliste. Tout d'abord, lorsque vous avez un patient qui a moins un facteur de risque au maximum, sans signe de gravité, on a dit que c'est le niveau ambulatoire. Vous avez ici deux possibilités. Soit qu'il n'y a pas du tout de facteur de risque, et dans ce cas-là, on peut donner de l'amoxicilline 1 g x 4 par jour, avec un contrôle clinique dans 2 à 3 jours après. Donc c'est une antibiothérapie qui va se baser sur dans l'évaluation, va se baser sur surtout la fièvre qui doit chuter après 48 à 72 heures. Par contre, s'il y a un facteur de risque, dans ce cas-là, on va donner de l'amoxicilline acide clavinanique, 1 g x 3 par jour, et avec un contrôle toujours dans les 2 à 3 jours qui font suite. Si vous avez un signe de gravité, ou bien 2 facteurs de risque, c'est un patient qui doit être hospitalisé, c'est le niveau 2 de prise en charge, et on va le voir par la suite. Antibiotiques, un traitement adjuvant. Il y a un traitement adjuvant qui est obligatoire, c'est les boissons abondantes, plus ou moins on peut associer les mycorégulateurs ou les mucolytiques. Et il faut aussi associer une kinésithérapie de drainage, particulièrement chez les patients qui ont des difficultés à expectorer. Donc on a pris en charge en ambulatoire, on l'a mis sous antibiotiques, amoxicilline et 1 g x 4 par jour, et on va le contrôler après 2 à 3 jours de traitement en ambulatoire, soit que le patient s'améliore, soit que le patient va présenter une persistance des symptômes, mais il n'y a pas de signe clinique de gravité, soit que le patient va présenter des signes cliniques de gravité ou une complication. Donc si le patient s'améliore, on continue le même traitement, donc l'ordonnance va continuer le même traitement avec une durée totale de 7 à 14 jours.
Si le patient présente des signes de gravité clinique, tels qu'on les a vus auparavant, ou bien une complication, parmi les complications, on a vu qu'il y a possibilité d'avoir une pleurésie, une absédation, ou bien des signes qui engagent le pronostic vital. Dans tous ces cas-là, ce patient doit être hospitalisé, soit comme niveau 2, soit au niveau de l'unité de soins intensifs. Par contre, s'il y a des symptômes qui persistent sans signe clinique de gravité, on va refaire la radiographie thoracique pour s'assurer qu'il n'y a pas de complications de gravité radiologique. Et soit qu'il y ait des signes de gravité ou de complications radiologiques, et là, ça va rejoindre la prise en charge d'un patient hospitalisé avec une prise en charge de type niveau 2. Ou bien, s'il n'y a pas de signe de gravité, il n'y a pas de complications radiologiques, signe de gravité clinique ou complications radiologiques, donc pleurésie, absédation, donc abcès pulmonaire, extension de la lésion. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas ces éléments-là, on peut changer l'antibiothérapie. Donc, il peut s'agir d'un autre germe, en particulier les germes intracellulaires et les bactéries intracellulaires. Et dans ce cas-là, on va mettre le patient sous macrolide, tel que par exemple une azithromycine, un comprimé par jour pendant 3 jours, et on revoit le patient après 12 jours de la même façon pour voir l'évolution. Soit que le patient s'améliore, et dans ce cas-là, on continue notre traitement. Généralement, avec l'azithromycine, on donne 3 jours, mais vous avez les autres macrolides où on donne 7 jours et on revoit le patient pour écrire correctement l'ordonnance. Par contre, s'il y a une persistance ou aggravation, toujours clinique et radiologique, ça rejoint la prise en charge d'un patient hospitalisé niveau 2, ou bien un patient qui nécessiterait éventuellement même une prise en charge dans l'unité de soins intensifs. Pour insister, les principaux critères d'efficacité clinique de l'antibiothérapie sont la chute de la température et la diminution des expectorations qui deviennent fluides et muqueuses. Donc si le patient est hospitalisé, c'est le niveau 2, donc je l'ai ajouté ici pour être complet. Donc la surveillance n'est pas uniquement clinique, mais aussi biologique. Et là, on va se baser sur la diminution des globules blancs et de la CRP et l'amélioration des signes de gravité biologique parce que le patient, on l'hospitalise dans le cas du niveau 2 et on fait un bilan de gravité biologique. Et donc les signes biologiques de gravité deviennent aussi un critère de surveillance. Et enfin, au niveau radiologique, c'est l'amélioration nette dans 4 semaines. Et donc, lorsqu'on fait les radios dans les 2 à 3 jours au début, c'est surtout pour voir est-ce qu'il n'y a pas de complications plutôt que de chercher une amélioration. Niveau 1, qui nécessite uniquement une prise en charge ambulatoire avec une surveillance clinique, radiologique et une ordonnance qui doit être adaptée. Pour le niveau 2, c'est le niveau qui nécessite une hospitalisation en service de médecine. Dans ce cas-là, lorsqu'on va l'hospitaliser, on va compléter notre bilan de gravité en cherchant des signes de gravité biologique. Signes de gravité biologique avec le bilan du terrain, en particulier le diabète, un bilan éventuellement bactériologique, surtout chez le patient, il a une comorbidité, par exemple, telle qu'une BPCO, par exemple, ou une suspicion de dilatation de bronches. Et dans ce cas-là, on va faire une étude cytobactériologique des expectorations, qui doit être de très bonne qualité. Éventuellement, des hémocultures lors des décharges bactériennes, une étude cytobactériologique, parce que notre souci majeur, une étude cytobactériologique des urines, notre souci majeur est éventuellement de pouvoir éventuellement identifier le germe dans ce cas-là. Dans ce cas-là, on va donner une antibiothérapie à large spectre qui couvre le pneumocoque, les germes atypiques et éventuellement les bacilles gram-négatifs. Et on va donner une bi-antibiothérapie qui comprend l'amoxicilline acide clavulanique, 1 g x 3 par jour, plus un macrolide tel qu'une oxythromycine. Ou bien on peut donner, au lieu d'une bi-antibiothérapie, une quinolone antipneumococcique telle que la lévofloxacine 500, 1 comprimé par jour. Il faut obligatoirement traiter les comorbidités et particulièrement un traitement adapté au diabète qui doit être équilibré. Enfin, la kinésithérapie de drainage
est toujours nécessaire, surtout lorsque le patient est très encombré et n'arrive pas à expectorer. Ici, vous avez les signes de gravité biologique qu'on doit rechercher en cas de pneumonie aiguë communautaire niveau 2. Donc, on ne va les demander ces bilans-là que lorsque on décide d'hospitaliser le patient. On demande une numération formule. Et les signes de gravité au niveau de la biologique, au niveau de la numération formule, sont la leucopénie, c'est avec des globules blancs inférieurs à 4000, ou des leucocytes sévères avec des globules blancs supérieurs à 20 000 par millilitre. Ou bien une anémie avec une hémoglobine inférieure à 9 grammes par 100 millilitres, ou bien une thrombopénie. Deuxième élément de gravité, la diminution du taux de prothrombine. Troisième élément, une urée supérieure à 0,50 grammes par litre. Une natrémie inférieure à 130 millimoles par litre. De prise en charge, on l'hospitalise dans un service de médecine. On fait un bilan biologique de gravité, soit que ce bilan biologique de gravité il est positif, et ce patient-là, s'il a au moins un signe de gravité biologique, il doit être transféré soit dans un service de pneumologie, soit dans une unité de soins intensifs pour être surveillé de près. Par contre, si le bilan biologique de gravité est négatif, et on fait un bilan du terrain toujours, diabète essentiellement, et bilan bactériologique éventuellement, donc une étude cytobactériologique d'expectoration, une hémoculture, une étude cytobactériologique des urines, et on va mettre le patient sous une antibiothérapie à large spectre, amoxicilline acide clavulanique, plus un macrolide, ou bien une quinolone antipneumoroxique. Donc ceci, on l'a vu tout à l'heure, avec la kinésithérapie de drainage, avec le traitement de la comorbidité, et ne pas oublier la correction d'un trouble métabolique qui risque d'apparaître au cours de l'évolution. Donc, après 48 à 72 heures, le contrôle est clinique. On a vu les critères de contrôle clinique. Biologique, donc s'il y a une hyponatrémie, il faut vérifier la correction de l'hyponatrémie, par exemple. La radiologique, pour voir s'il n'y a pas de complications, donc soit d'extension, soit l'absédation, soit l'apparition d'une pleurésie, soit que le patient s'améliore cliniquement. On va continuer jusqu'à la guérison clinique et biologique, et le patient va sortir avec une ordonnance, avec un rendez-vous de contrôle radiologique dans 4 à 6 semaines, soit que le patient s'aggrave, et dans ce cas-là, lorsqu'on dit aggrave, soit l'aggravation clinique, soit l'apparition d'un trouble métabolique évident qui nécessite une prise en charge particulière, ou bien les signes de gravité radiologique. Dans ce cas-là, le patient doit être adressé en pneumologie ou dans une unité de soins intensifs s'il y a des signes qui engagent particulièrement le pronostic vital. Maintenant, nous allons passer à un autre cas de figure. Vous voyez ici, comme tout à l'heure, une opacité systématisée, limitée en bas par la petite suture. C'est l'opacité du lobe supérieur droit. On voit bien le bronchogramme aérien. Mais la particularité ici, c'est l'ascension, l'aspect d'ascension de la petite suture. L'aspect d'ascension aussi de la coupole diaphragmatique. Donc cet aspect d'ascension de la coupole diaphragmatique de la petite suture fait retenir plutôt une opacité alvéolaire rétractile, à la différence de l'opacité qu'on a vu tout à l'heure, les opacités qu'on a vues tout à l'heure, qui sont des opacités alvéolaires non rétractiles. Ici, vous voyez l'aspect qu'on appelle habituellement d'un hémithorax opaque gauche. Et vous voyez que dans cet aspect-là, on a une attraction de la trachée, voilà la trachée, une attraction de la trachée, avec un rétrécissement des espaces, regardez les espaces intercostaux ici, par rapport à celui-là, un rétrécissement des espaces intercostaux du côté gauche. Donc c'est un hémithorax opaque gauche rétractile.
Donc, dans les deux cas, ce sont des opacités d'allure alvéolaire rétractiles. C'est moins évident ici parce que là, il peut s'y associer autre chose que l'atteinte pulmonaire, en particulier l'association éventuellement à un petit épanchement pleural. Mais le caractère rétractile évoquerait plutôt l'atteinte parenchymateuse. Nous nous retrouvons devant une opacité alvéolaire rétractile. Et dans ce cas-là, on veut retenir ce qu'on appelle une atelectasie. Et donc, il faut connaître les signes de rétraction, pincement des espaces intercostaux, on regarde des opacités, attraction des structures de voisinage en fonction du siège de l'opacité. Donc, en plus de l'attraction de la trachée, par exemple, avoir une attraction de la silhouette cardiaque, une attraction du île vers l'opacité. Donc, petite sussure, trachée, île, un aspect d'ascension de la coupole diaphragmatique homolatérale à l'opacité. Le caractère rétractile de l'opacité alvéolaire est très important à préciser parce que c'est un patient qui doit être pris en charge obligatoirement par un spécialiste. Il ne faut surtout pas demander de bilan comme ça. La prise en charge nécessite un bilan spécialisé et ce patient doit être adressé au pneumologue. Pourquoi? Parce qu'on évoque certaines étiologies. Donc, voilà les étiologies principales. Tout d'abord, on va penser aux obstacles bronchiques intrinsèques, essentiellement les atteintes endobronchiques. Et là, le maître symptôme qu'on peut chercher ici, c'est l'hémoptysie. Et on va évoquer essentiellement le cancer bronchogénique s'il est tabagique, s'il y a une opération de la tache générale, une tuberculose endobronchique, un corps étranger éventuellement endobronchique est possible aussi s'il y a un contexte d'installation brutale éventuellement. Ou bien on va évoquer et on évoque aussi, après les obstacles intrinsèques, on évoque les obstacles bronchiques extrinsèques. Et généralement, le symptôme ici, c'est plutôt la dyspnée. Et éventuellement, on va évoquer les adénopathies médiastinales, compressives, ou d'autres masses médiastinales. Donc, les adénopathies médiastinales compressives, éventuellement en rapport avec des lymphomes malins non-hodgkiniens ou un lymphome de Hodgkin. La maladie de Hodgkin, plutôt. Et donc, les principaux examens que le spécialiste va réaliser, donc c'est la bronchoscopie tout d'abord pour rechercher l'obstacle intrinsèque ou la compression par un obstacle extrinsèque. Et en fonction des données de la bronchoscopie, on va demander plus ou moins une TDM thoracique. Pour le généraliste, il ne faut surtout pas demander la TDM thoracique. C'est un examen coûteux. Donc la technique de réalisation et le timing sont à préciser par le spécialiste. On risque de refaire le scanner thoracique une autre fois, une fois que le diagnostic il est confirmé. Et donc il ne faut pas faire de bilan, adresser le patient avec une lettre au médecin spécialiste, éventuellement préciser qu'on veut réaliser une bronchoscopie pour notre patient.